On se fait une dégustation de ce qu'on vient de dégorger? Avec plaisir. Alors d'abord, je veux te montrer ce que c'est. Ça c'est ce qu'on appelle le bidule. Le fameux bidule? Le fameux bidule. Ok. Ça porte vraiment le nom bidule. C'est Ouais. toutes les lies mortes. Là, ma belle. C'est toutes les lies mortes. Tu peux d'ailleurs, si tu veux, les goûter, comme ça tu vois un peu ce que ça goûte. C'est très amer. Tu vas comprendre tout de suite, c'est un peu ce milieu levurien dans lequel on travaille. Ok. C'est quoi, c'est le bizutage? Ouais. Ah oui, ça fait penser un peu à de la bière. C'est ça, ouais, t'as ce milieu très, très levurien. Mm. Alors là, c'est le champagne qu'on vient tout juste de dégorger. Je ne vais pas t'expliquer plus ce que c'est. On va la goûter après en produit fini. Ok. Là, elle est tout juste dégorgée à l'instant. On ne l'a pas encore dosée. D'accord, donc il y a une étape qui manque pour avoir le champagne final. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le dosage. Et le dosage ici, la liqueur de dosage, ou liqueur d'expédition, je vais te la servir dans un tout petit verre. C'est une liqueur qu'on fait maison, que je t'invite à goûter après avoir goûté le champagne. D'accord. Ah oui, elle est beaucoup plus sirupeuse. Tout à fait. C'est vraiment un sucre dilué avec du vin de réserve chez nous. On est sur une liqueur élaborée à base de 450 grammes de sucre par litre. Alors c'est très technique sur l'élaboration des liqueurs, mais c'est vraiment notre dernière signature. C'est la dernière étape avant qu'on puisse vendre la bouteille. Et c'est là où on va pouvoir aussi bien avoir des côtés correcteurs, donc modifier le vin, que exhausteurs. Okay. Nous, ces liqueurs, elles sont élaborées à partir du premier vin que tu as goûté aujourd'hui. Les vins de réserve perpétuelle du domaine. On va faire fondre du sucre à l'intérieur. On va les garder en magnum pendant 3 à 4 ans et les utiliser pour dégorger la bouteille. 3 à 4 ans quand même? Ouais. Ok. On va santé. Santé. Alors ça peut être dur à goûter, tout simplement parce que c'est la première fois que ce vin voit l'oxygène. Il était enfermé dans cette bouteille depuis sa date de mise en bouteille. Alors maintenant, il va devoir s'habituer à l'oxygène. Il vient de recevoir ses premières trames d'oxygène. Donc nous, on va faire ce qu'on appelle un dosage. C'est ce dosage qui va nous permettre de dire si c'est un brut, un extra brut, un doux, un demi-sec. Et cette liqueur chez nous, elle est, comme je l'ai dit, élaborée à partir de nos vins de réserve. Je t'invite à goûter la liqueur. D'accord. Ok, c'est intéressant parce qu'on retrouve les marqueurs qu'on a goûtés tout à l'heure dans le fût, mais très sucrés. Exactement. Ouais. Alors regarde, on va faire un peu quelque chose un peu à l'aveugle pour s'amuser comme ça, mais je t'invite à prendre un tout petit peu de liqueur et la verser délicatement à l'intérieur du vin. En sachant que dans une bouteille, on ne va pas rajouter plus de 5 ml de liqueur. Ok. Donc on est très faible en dosage. La plupart de nos vins chez nous sont dosés aux alentours de 2 à 3 grammes de sucre par litre. D'accord, ce qui les met en catégorie extra brut. Extra brut. Et après, plus on monte en catégorie, plus ça devient sucré jusqu'au sec, demi-sec. Exactement. D'accord. Alors aujourd'hui, la mode, elle est souvent sur les dosages plus faibles. Pourquoi? Parce qu'on est sur des vins beaucoup plus élaborés qu'on avait avant et que le dosage est plutôt là à vocation de révéler certains arômes, d'exhauster certains arômes plutôt que d'en cacher d'autres. Ça amène effectivement un côté un peu plus onctueux, gourmand. Au champagne, tout à l'heure, il était encore assez sec, bien que je le trouvais très très bon. Là, on vient rajouter une petite gourmandise. C'est hyper agréable. On vient surtout, en mon sens, libérer quelques couches aromatiques qui n'existaient pas auparavant. Et c'est la corrélation entre la liqueur et le vin qui vient vraiment déverrouiller certaines couches aromatiques et certaines choses. Ok. Ce qui donne au vin une beaucoup plus grande profondeur, en mon sens. D'accord. Donc nous, au domaine, on est assez partisans d'utiliser la liqueur. On aime beaucoup ça, on en fait beaucoup. On fait parfois jusqu'à 200-250 essais de dosage par cuvée pour trouver le bon équilibre de liqueur. Ok. Et c'est pour ça qu'on est capable de communiquer sur des dosages très faibles. On va jouer avec du 2,1, 2,3, 2,9 grammes. Ah oui, c'est même très précis votre dosage. Exactement. Ok. Mais tiens, si tu veux, on peut s'essayer. Alors, on ne va pas le faire dans l'ordre de dégustation, mais on peut s'amuser à comparer le dosage que tu as fait contre le dosage qui est fini aujourd'hui. Donc là, dans les deux vins, on goûte la cuvée LPM, qui signifie la petite montagne, c'est l'endroit où on se trouve, qui signifie également le Pinot Meunier, puisque c'est un 100% Meunier. Et on va même plus loin en expliquant que c'est le parc de Marzilly, puisque tous les fûts qui servent à élaborer cette cuvée sont issus de nos propres arbres. D'accord. On est sur un vin qui a été mis en bouteille en mars 2023 et dégorgé en septembre 2024. D'accord. Avec un dosage de 2,3 grammes. Ok. Ça, c'est ce que tu as dans ce verre-là. Ici, tu as identiquement la même chose, à la seule différence qu'il a été dégorgé aujourd'hui et non dosé.
quelle est l'importance ou la différence des dates de dégorgement dans les champagnes? Goûte. Ok. Parce qu'après l'avoir dégorgé, avoir ajouté la liqueur, vous refermez, vous le laissez encore On céder. vient ajouter la liqueur, boucher, Ouais. et on la laisse vieillir encore 3 à 6 mois au domaine avant de la commercialiser, donc de l'étiqueter, de l'habiller, ce qu'on appelle, et de l'expédier. Ok. Et ça va permettre au vin de continuer à travailler. Au Tout champagne à de fait. continuer à travailler. Le vin va surtout avoir le temps de digérer, d'équilibrer cette liqueur qu'on lui a rajoutée. Ouais. Quand tu viens de rajouter la liqueur dans ton verre, on a encore une ditomie qui se passe dans le verre. La liqueur n'a pas encore été complètement intégrée par le vin, Ouais. donc elle doit prendre le temps de s'intégrer. Et ce temps, il est entre 3 et 6 mois, dépendant de la liqueur. Donc aujourd'hui, LPM, ça c'est vraiment notre cuvée phare, hein, c'est notre porte-étendard. C'est celle qui est présente dans énormément de milieux de la restauration, de la gastronomie notamment, qui symbolise un 100% meunier, avec, comme je l'ai déjà dit, un côté beaucoup plus tendu, beaucoup plus salin. On va quitter ces arômes parfois exotiques ou même vanillés qu'on peut avoir sur des meuniers, sur des sols d'argile et des climats plus chauds. Là, on est sur ces climats froids, ceux du nord. On est sur ces sols légers, ceux de sable. Et sur ce travail du fût qui est assez particulier ici au domaine, eh ben, on arrive à avoir des vins beaucoup plus... j'aime bien utiliser le mot ciselé parce que c'est vraiment... ça vient tirer sur la longueur. Ça te donne des meuniers avec une certaine appétence, un envie de retourner dans le verre. Ouais. Et surtout différentes couches aromatiques. On va saisir le premier verre maintenant, on va attendre, avoir le deuxième verre quelques minutes plus tard, sur un accord différent. Et ben on a 2 vins qui peuvent être totalement différents. Ouais, comme un parfum en fait, où on a la note de tête, la note de cœur. Ok. C'est exactement ça. Je trouve que la beauté d'un vin, c'est de pouvoir avoir cette envie d'y retourner. Une envie d'une mâche, d'aller croquer dedans. Ah, c'est souvent ce qu'on entend. Ouais. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui oublient le mot principal pour moi, digestibilité et buvabilité. C'est 2 critères très importants dans la dégustation d'un vin. Ok. Du coup, tu préfères ton dosage ou mon dosage? Ah, bah, ton dosage, ton dosage avec un peu d'élevage, il est excellent. Est-ce que vous sulfitez, vous, à un moment donné, dans la vinification ou pas? Pour la stabilisation? Oui, à plusieurs étapes. Ouais. Alors, on est en certification bio, hein, donc on a des taux de sulfite qui sont assez bas. Mais le sulfite est un partenaire. Ce n'est pas du tout quelqu'un contre qui on veut se battre. À l'inverse, on va notamment sulfiter nos liqueurs d'expédition, ce que tu goûtes là. On va les D'accord. sulfiter au dernier moment, avant de dégorger, pour pouvoir obtenir une certaine stabilité entre nos bouteilles. Ok. Schématiquement, on a dégorgé une bouteille, on a perdu un certain niveau, une autre un plus grand niveau. Et comme la liqueur est toujours la même, il faut pouvoir faire en sorte que l'oxygène présent dans la bouteille soit un peu contrôlé. Et une des manières de le contrôler, c'est d'utiliser un certain taux de sulfite. Alors, je vais te poser une question. Une fois que tu as dégorgé, tu as perdu forcément un peu de liquide qu'il y avait dans la bouteille. La liqueur ne vient pas compenser la totalité du liquide perdu. Donc, comment tu viens rattraper ça puisque Avec une autre bouteille. Avec une autre Identique. bouteille, tout simplement. Exactement. Ok. Et vous faites quoi comme volume de bouteilles aujourd'hui? On fait uniquement des bouteilles et uniquement des magnums. Ok. On n'a pas d'autres formats. Et donc, tu me disais à peu près 17 000 bouteilles Sur LPM, et tout confondu, on va tirer maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que 35-38 000 bouteilles annuelles. Alors, moi, j'aime à dire qu'en Champagne, être petit producteur, faire 35 000 bouteilles, n'est pas spécialement corrélé à une qualité. C'est bien souvent l'inverse. Au plus on aurait de parcelles, au plus j'aurais de jeux de parcelles, au plus facile j'aurais d'assembler. Pourquoi? Parce que je peux aller chercher différentes notes, ou si tu prends ça, tu corrèles ça à la peinture, j'ai différentes couleurs qui me permettent de dessiner un tableau qui est celui qui me correspond le mieux. Aujourd'hui, tu les as pas. Est-ce que tu as la possibilité d'aller te servir chez des raisins d'autres viticulteurs pour justement compléter ceux que tu n'aurais pas sur tes parcelles? Alors, on peut, c'est le jeu du négoce. C'est un jeu qui aujourd'hui est très difficile parce qu'il faut trouver un bon équilibre. On le fait, mais sur des négoces partenaires, des gens qu'on connaît très bien, des gens qu'on connaît leur manière de travailler, des gens qui, bien souvent, on vient travailler avec eux sur toute l'élaboration, en tout cas de l'année. Okay. Mais il est hors de question pour nous d'aller acheter des raisins qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas vu grandir, tout simplement. Alors, la première cuvée qu'on a goûtée, c'est LPM. Comme je t'ai dit, celle-ci. D'accord. LPM, c'est notre 100% meunier. On veut vraiment cette tension, cette amertume. On fait notre cuvée de base qui, en Champagne, s'appelle BSA, brut sans année, donc issu fortement du nom d'assemblage. Et ici, on est sur notre cuvée d'assemblage, on est 80% meunier, 20% chardonnay. Ok. Là, je te présente aujourd'hui le lot numéro 11. C'est la 11e fois qu'on fait cette cuvée. Et on est sur un tirage de mars 2021 et un dégorgement de avril 2024, avec un dosage de 2,4 grammes.
Ok, mars 2021, dégorgement 2024. Donc C'est ça. il est resté reposé avec les levures Tout à fait. pendant 3 ans. Pendant 3 ans, sur latte, ce qu'on appelle un repos sur latte, vieillissement sur latte. D'accord. Nous, au domaine, on a cœur d'abord de parler en toute transparence. Donc, sur chacune de nos bouteilles est indiquée la composition, cépage, la date de tirage, mise en bouteille, la date de dégorgement, ce qu'on a fait tout à l'heure, Ok. ainsi que le dosage. C'est vraiment pouvoir donner au consommateur une lecture complète et transparente de ce qu'on fait. Avec les étapes Et c'est importantes. d'ailleurs pour ça qu'à l'invent, on a inscrit notre numéro de lot. C'est notre 11e fois qu'on fait la bouteille. Ok. Donc, ce qu'on te disait tout à l'heure, en essayant de garder un goût maison, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, on va essayer de gravir dans un certain range. Ben nous, avec les lots, on dit, ben voilà, le 11, on est peut-être là, le 12, on est peut-être là, le 13, Ça on est permet quand même d'avoir un là. Et ça va comparatif. être un comparatif de lot en lot. Pour celui qui va goûter plusieurs lots, de se dire, ah oui, donc là, Exactement. je goûte tel lot, il goûte pas forcément le même que le lot 12, Que le etc. précédent. Ok. Exactement. De pouvoir s'y repérer, que s'il n'y avait pas d'indication, On ne le sait pas. on ne sait pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en Champagne les bruts sans année. Ces bruts sans année, c'est vraiment ce que doit représenter la maison. C'est vraiment cette identité forte. Et c'est là, si je dois définir mon style de champagne, eh ben, je vais le redéfinir par cette question qu'on a posée tout à l'heure sur la saisonnalité. Ici, pour moi, on est sur une cuvée typiquement automnale. On a cette envie d'aller chercher des accords beaucoup plus gourmands, d'aller chercher des acteurs lactiques, de lait, de tout ce qui va être brioché, compoté. On a envie d'aller chercher du beurre, de la crème, toute cette matière-là. Et puis on a une belle ondeur en bouche, il reste longtemps. Tu vois, je me suis remarqué en train de faire encore ça. Exactement. Quand je l'avais, j'ai envie de le mâcher. Justement, qu'est-ce que tu proposerais avec ce type de cuvée? Alors, on a des plats qui peuvent être très champignons. On a, par exemple, un célèbre restaurant qui nous met sur un turbo vin jaune et mori pendant la saison. Ok. On a de la volaille en crème qui passe beaucoup. On est sur des vins qui ne sont pas spécialement les plus grands amis du côté très salin des huîtres et autres. D'ailleurs, je trouve que ce n'est pas du tout un accord valable pour moi, huîtres et champagne. C'est pourtant quelque chose de très réputé. On va aller chercher deux gammes trop proches, la salinité et la salinité. Donc nous, on aime bien avoir ce côté plus ample dedans. On a un très chouette ami en Belgique qui travaille ça sur des viandes rouges maturées. Oui. Il va rechercher ce côté un peu boisé du feu de bois et reprendre cette tension-là. Alors à notre décharge, on fonctionne très bien par contre sur la culture et la cuisine plus asiatique. On obtient des mêmes gammes d'arômes, de complexité d'arômes qui fonctionnent très bien. Qu'est-ce que tu conseilles comme verre pour pouvoir déguster un champagne? Ça, c'est la question clivante. Alors, elle doit être clivante, mais elle doit être propre à chaque champagne aussi. J'ai bien aimé ta réflexion, tu as dit verre à vin classique. Ben, une fois encore, je retape sur le clou en disant on fait un vin de champagne. Donc bien sûr, pour moi, ça me semble tout à fait logique de servir ça dans un verre à vin et non pas spécialement un verre à champagne. Pour bien comprendre ça, il faut corréler l'évolution de la fabrique du verre et l'évolution des champagnes. En réalité, les champagnes au départ étaient très peu aromatiques, mais très forts en bulles. Il fallait donc concentrer les arômes. C'est de là qu'est venue la flûte, la coupe. C'est tout simplement pour répondre à des demandes différentes. Aujourd'hui, on est sur un vin, on a une vraie élaboration. On a une faible bulle qui est présente. Et donc nous, on va jouer sur des formes de verres différents. On a la chance de travailler avec Gabriel Glaz depuis toujours, qui élabore nos propres verres ici. Celui-là? Celui-ci. Ok. Et on a depuis peu la maison Ridel qui est venue nous rejoindre sur une composition de verre Syrah. Donc c'est destiné plutôt au vin du Rhône, que nous, on aime beaucoup sur notre cuvée LPM. C'est un choix qui est propre à chacun, mais par pitié, préférez les verres à vin blanc que les coupes, voire les flûtes. Vraiment. Le message est passé. Ouais, vraiment. Une coupe, on n'aurait pas assez de bulles que pour tenir la coupe, et donc ce serait un vin plat tout de suite. Elle est très ouverte, donc les arômes s'effaceraient. La flûte, ça concentre beaucoup trop, donc on peut avoir un côté extrapolant. Les meilleures formes, ce sont ces formes-ci, qui sont exactement le même principe qu'un fût. Les arômes vont pouvoir revenir au verre, puisque le buvant est plus étroit. Donc les arômes tentent de sortir, mais au moment de l'échappatoire, se retrouvent redirigés vers l'intérieur du verre. Et donc, on a ces arômes qui se maintiennent dans le verre. Qui se et donc concentrent, on qui se développe maintiennent. des gammes aromatiques beaucoup plus complexes. Ok, intéressant. Bon, ben vous savez maintenant quoi choisir. Une autre cuvée? Une autre cuvée, la dernière que je vais avoir la chance de partager avec toi, une toute nouvelle qu'on vient à peine de libérer, c'est la cuvée Casse-Tête 2021. C'est malheureusement une cuvée qu'on aura l'espoir de ne faire qu'une seule fois dans notre vie.
On en a fait que 3000 et quelques bouteilles. C'est tout simplement notre premier assemblage au pressoir. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, toutes les autres cuvées qu'on a vues ensemble, elles sont issues d'un assemblage de vin. Ici, on a dû arriver en 2021 avec un manquement cruel de raisin. Et donc, plutôt que de presser dans le pressoir que tu as vu tout à l'heure, une faible quantité de raisin, on a été vendanger une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième parcelle. Et donc, on a assemblé au pressoir 4 parcelles différentes et 2 typologies de raisins différents, 2 cépages, du meunier et du chardonnay, qu'on a tous pressés ensemble pour faire qu'une seule et même cuvée, Castet 21. D'accord, donc tous les jus se sont retrouvés mélangés ensemble au moment de la presse. Ça. Exactement. Donc ici, c'est un monomillésimé, un seul millésime 2021, comparativement aux 2 autres dans lesquels on a différents millésimes dedans. Ici, il n'y a qu'un seul millésime 2021. 2 raisins différents, 70% de meunier et 30% de chardonnay, mais avec une typologie totalement différente, puisque c'est un assemblage au pressoir, et donc pas du tout un assemblage au vin clair. D'accord. Donc ça, en fait, tu as pu découvrir, santé, ce que ça goûtait une fois pressé. Oui. Et là, tu t'es dit, avec ce que j'ai comme jus, il va falloir que j'en fasse une cuvée, il va falloir que j'en fasse un champagne. Oui. Et derrière, tu l'as travaillé en conséquence. Exactement. On n'a pas voulu l'assembler avec le reste. On n'a pas voulu l'élever séparément comme on le fait d'habitude. On a vraiment voulu lui donner un marqueur de dire c'est l'année 2021, elle était comme ça, laissons-la derrière nous et essayons d'en faire quelque chose de bien. D'accord. Est-ce qu'on va retrouver du coup quand même dans le premier fût qu'on a vu tout à l'heure en bas, qui est votre réserve, de l'année 2021, comme vous avez tout pressé ensemble? Alors, on a gardé les plus grosses parcelles chez nous, ont été pressées en parcellaire, malgré tout 21, mais les plus petites parcelles ont été assemblées. Donc oui, on a du 2021 dans notre réserve. D'accord. Vous l'avez fait par défaut? Du coup, quand tu me dis j'espère que ce sera la dernière? Oui, parce que c'est beaucoup moins noble, entre guillemets, pour nous de travailler comme ça, parce qu'on va perdre une identité parcellaire annuelle. Quand on presse tout à l'année et à la parcelle, eh bien, on a un relevant. On sait ce que c'est le clos, Taumois, Glisière, sur le millésime 2021. On l'a en identité et on peut le comparer à 2020 et le comparer à 2022. Quand on assemble tout, en réalité, on n'a pas l'identité de la parcelle sur cette année-là. Tout à fait. Donc, c'est plutôt un manquement pour nous parce qu'on va avoir l'impression d'avoir sauté une année, d'avoir perdu une trame d'histoire de cette parcelle. Voilà, c'est un peu complexe. Donc là, on a plutôt une visibilité hétéroclite de ce qu'on a sur le parcellaire d'Hermonville. Et d'ailleurs, l'étiquette est représentative des couleurs de raisin présentes dans le pressoir. Effectivement, on a les meuniers qui sont beaucoup plus colorés, les chardonnays qui étaient encore blancs et même quelques raisins qui étaient encore en sous-maturité, donc un peu vert. Ok. Très intéressant aussi le choix des étiquettes. C'est toi qui les design, elles sont choisies comment? Alors ça, c'est purement un côté personnel. C'est mon épouse qui s'en occupe. C'est elle qui a cette vision un peu sur le schéma qu'on veut avoir sur nos étiquettes et ce qu'on a derrière. On les veut toujours fonctionner en toute transparence, c'est-à-dire leur donner comme une signification. Que ce soit ici, c'est une vue du domaine pour vraiment représenter la vue sur le parc, le domaine et donc les chênes qu'on travaille. Que ce soit sur LPM qui est représentatif de la cartographie d'Hermonville, qu'on puisse situer où on est dans le nord de Reims, ou Castet qui est une cuvée très éphémère avec l'envie de faire un truc un peu plus hors norme. Ok. On va partir sur la partie un peu plus intimiste. Tu nous parles de ton parcours, de l'histoire également du domaine, puisque c'est un domaine que tu as créé. Tout à fait. De toutes pièces. Comment ça s'est passé cette histoire ? Alors, nous, on est arrivé en Champagne sur la base d'un projet architectural, la rénovation d'un bâtiment. C'était un bâtiment qui était abandonné depuis les années 20, successivement à la sortie de la Première Guerre mondiale, plus occupé, abandonné, bombardé et occupé, que ce soit par les Français ou autres. C'est un bâtiment qui était tombé en désuétude, qui avait été totalement oublié, si je peux dire ça comme ça. Et nous, on est arrivé à la base pour essayer de retrouver cette magie des lieux abandonnés. On était là sur un projet de restauration et finalement, on y est resté. Mon épouse et moi, on s'y est installés et en s'y installant, on a pris connaissance de l'histoire de ce lieu. Et ce lieu faisait du vin avant la Première Guerre mondiale, avait des parcelles plantées sur le domaine. Et donc, on a voulu redonner vie à ce lieu. On a eu la chance de pouvoir appeler Claude et Lydia Bourguignon, dont on a parlé quand on a fait les études de sol, qui sont venus étudier nos sols pour nous expliquer qu'en effet, sur ces sols-là, il y a eu une culture viticole auparavant, puisque ça se retrouve dans les marqueurs du sol.
Et de là, on est parti un peu en croisade pour essayer de redonner vie à ce domaine. Aujourd'hui, on a été vraiment soutenu autant que bloqué, que ce soit par la réglementation ou par les normes d'aujourd'hui. Mais on a par force d'apôtrer réussi à redonner vie au domaine, recréer un domaine, recréer une marque en Champagne. Et on a commencé avec nos premiers vins en 2016, avec nos premiers achats de parcelles en 2018 et nos premières bouteilles en 2020. Aujourd'hui, on est déjà en 2025, ça va faire maintenant notre 7e pressoir, 6e pressoir exactement, en 7e en 2025. Oui, c'est une histoire qui évolue. C'est un effet très paquebot, la Champagne, c'est des longs mouvements. D'ailleurs, dans les 2 bouteilles qu'on a ici, se présentent encore nos premiers millésimes qui est 2016. Donc on espère les garder encore longtemps. Ouais. Mais c'est des choses qui prennent énormément de temps. En cave, on l'a peut-être vu brièvement tout à l'heure, on a une très grande quantité de bouteilles qui sont en attente de vieillissement. Et dans ces bouteilles, il y a toujours des millésimes 2018 qui sont en attente d'être libérés. Donc voilà, c'est pas rapide comme développement, pourtant c'est un vrai bonheur. Et aujourd'hui, dans l'histoire du domaine, on construit notre propre centre de vinification, notre propre pressoir, avec l'idée de pouvoir être totalement en autarcie. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, de fonctionner de manière agro-silvio-pastorale, d'avoir tout au sein du domaine. C'était la force pour nous de dire on veut tout maîtriser de A à Z. Que ce soit la culture de la vigne, la mise en bouteille, le dégorgement, le dosage. On possède toutes les machines et tout l'outil de production. D'accord. Ok. Et si on veut pouvoir aujourd'hui goûter du champagne Maximulens, il faut qu'on se rende où? Alors, d'où vous venez d'abord? Nous, on vient de Lyon. Nous, aujourd'hui, on a à cœur de vouloir rester très présent sur le territoire national. Pour nous, c'est une force de dire que nos vins sont présents ici en France. C'est une certaine forme de reconnaissance aussi. Donc, on essaye toujours de garder une majeure partie de notre production sur le territoire national, majoritairement en restauration, voire en gastronomie. C'est notre premier client aujourd'hui en France. On a un peu partout en France quelques cavistes qui nous suivent depuis le début de l'aventure, qui sont très friands d'attendre nos nouvelles cuvées. Ça va vraiment dépendre d'où on se trouve, mais majoritairement en restauration. Je ne t'ai pas posé la question de toi, ton parcours personnel. Parce que tu m'as parlé de l'histoire du domaine. Mais toi, quel est ton parcours? Alors nous, on a un parcours un peu atypique. Moi, je suis belge d'origine. Je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu en Belgique toute ma vie. J'ai travaillé dans le bâtiment, comme été à l'armée, dans le génie civil. Et j'ai toujours eu une passion du vin depuis assez longtemps, assez jeune en réalité. Il y a une histoire un peu particulière qui a fait que j'ai eu la chance de goûter très tôt une très bonne bouteille et ça est resté ancré. Et t'es tombé dedans? Et je suis tombé dedans. J'ai jamais bu de bière, pour donner l'idée, en tant que Belge. Je bois aucune bière d'abbaye, ça m'arrive jamais. Parce que j'ai eu très jeune des bouteilles de vin. Et je prenais assez vite le plaisir de boire des bouteilles de vin, notamment avec les parents de mes amis. Même si chez moi, on avait très peu de vin à la maison. C'était pas du tout quelque chose que mes parents plébiscitaient. Donc j'ai assez tôt eu envie de ça. Et dans le concours de circonstances de la vie, on s'est retrouvé à Hermonville dans ce projet architectural et entouré d'une histoire viticole. Et j'ai dit, go, on tente le tout pour le tout. On va essayer de redonner vie à ce domaine. Du coup, on a quitté la Belgique. J'ai arrêté mon activité en Belgique. J'ai repris mes études ici en Champagne, dans ce qui est des études de brevet de responsable d'exploitation viticole et agricole. Et mon épouse, elle, m'a suivi une année plus tard, quand elle a vu que c'était sûr que le choix était fait. Et elle a repris également les études en commercialisation des vins et spiritueux. Donc on s'est tous les deux rejoints sur le projet et on a pris à bout de bras l'idée de refaire le domaine. D'accord. Donc maintenant, c'est une entreprise familiale. Tout à fait. Dans laquelle toi, Maxime, tu travailles avec ton épouse Anna. Exactement. Ok. Et Etna, que vous avez vu tout à l'heure. Le chien. Et Etna, effectivement. Et vous avez des employés sur le domaine qui vous aident? Oui. On est aujourd'hui assez aidés. J'aime à dire qu'on ne peut pas être partout, que la difficulté de notre métier, c'est d'être bon dans tout. On parlait du métier de vigneron. C'est un métier où il faut être aussi bien bon à la vigne, au chai, à la cave que communicant. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps. Et donc on va s'entourer des gens qu'on qualifiés. Voilà, la taille aujourd'hui, on la supervise toujours.
Mais c'est plus moi qui l'a fait uniquement tout seul. On l'a comprise, on l'a appréhendée, mais on sait qu'on ne taillera jamais aussi bien que quelqu'un qui fait ça toute l'année, dont c'est le métier et dont ça a été toujours son métier. Donc on s'entoure de gens comme ça. On s'entoure beaucoup pour les dégustations d'assemblage. On fait venir beaucoup de collègues, on fait venir beaucoup d'autres vignerons d'autres régions, beaucoup de sommeliers, beaucoup de restaurateurs pour goûter, réassembler, redéguster. Et c'est une manière pour nous un peu de partager ce qu'on fait aussi, mais surtout d'écouter ce que les autres ont envie et pas rester figé dans un carcan. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait. On a cherché des meuniers élaborés dans d'autres régions du monde. On va aujourd'hui élaborer des effervescents dans d'autres régions, que ce soit françaises ou même européennes, avec l'envie d'aller s'exercer un peu le palais. Tu me tends la perche pour te parler justement et te poser la question des projets maintenant que tu as. On en a beaucoup. On a beaucoup de projets. On ne va pas tous pouvoir les dévoiler. On a beaucoup de projets. Garde un peu de secret, bien sûr. L'idée, c'est assez simple. Quand on est vigneron, on va faire qu'une seule vendange par an. On va imaginer qu'on va vivre 40 ans dans le métier. On va en réalité faire 40 vendanges, 40 assemblages. Donc c'est assez peu en soi. C'est comme dire qu'on est chef de cuisine mais qu'on n'a servi que 40 jours. Donc la seule moyen de prendre plus, de déguster plus, c'est tout simplement d'aller chercher dans d'autres régions. Et donc de pouvoir vendanger sur d'autres cycles. Et ça, les très grands l'ont très vite compris. Les grandes maisons, en général, peu importe, ils ont un chef de cave ou un chef de culture qui voyage de par le monde et qui va aussi bien faire une vendange. Il va faire 4 voire 5 vendanges sur une année, alors que nous, on va en faire qu'une seule. Donc moi, c'était un peu mon envie de rattraper ça et donc de vendanger plus, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on va aller chercher d'autres régions viticoles, notamment sur la Loire, avec un petit projet qu'on garde un peu secret, mais on voudrait faire un effervescent en Loire sur du Sauvignon blanc avec une amie. On a l'hypothèse de voir si c'est possible en Toscane. On a un projet en Belgique sur nos racines, sur des parcelles de schiste. Alors, on va aller essayer de voir comment on peut accélérer le process et surtout, pas accélérer, mais augmenter notre durée de vie, si je peux dire ça comme ça. Et non pas vivre 40 ans, mais plutôt vivre 80 ans, voire 90 ans. D'accord, ok, c'est intéressant comme projet. Donc on a très envie de le faire. Ouais. Il y a des rendez-vous annuels sur lesquels on peut te retrouver. Si des gens qui regardent la vidéo veulent rencontrer Maxime, veulent te poser des questions, veulent goûter également tes champagnes. Alors on est présent à plusieurs événements en France sur l'année. Je ne les connais pas tous par cœur aujourd'hui. Mais on a un événement dont on vient tout juste de sortir maintenant en Champagne, qui est un événement qui prend un essor annuel de plus en plus fort, ce qu'on appelle le Printemps des Champagnes. Ça va en général se passer aux alentours du week-end du 10 avril, sur lequel tous les vignerons de Champagne se réunissent par groupe et vont prendre des lieux à Reims ou à Épernay pour pouvoir présenter leurs cuvées et leurs vins clairs. Ça, on est présent. Et ensuite, nous, on est assez présent sur des événements, notamment parisiens. On travaille beaucoup avec Paris, on travaille beaucoup avec Bordeaux, avec Lyon. C'est des villes qu'on suit, c'est les grandes villes de la gastronomie. Donc on est assez présent sur plusieurs événements. Okay. Il faut nous suivre sur toute l'année. Sur les réseaux sociaux, on donne en général nos dates dans lesquelles on est. C'est très variable. Voilà. Maxime, merci beaucoup pour ton temps, pour ton accueil, toutes tes explications. Ravi. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir te voir peut-être dans quelques années pour venir déguster une nouvelle cuvée et puis que tu nous parles un peu de ces projets dont tu nous as fait un peu de teasing tout à l'heure. Comme vous l'avez compris, on peut retrouver Maxime donc, sur les réseaux sociaux. Instagram, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'il faut chercher sur Instagram ? Santé surtout. Instagram, c'est Domaine de Marzilly. Voilà. Domaine de Marzilly. Ok. C'est le nom qu'on donne, le nom qu'on porte, c'est le domaine. On préfère ça que Ulens. Ulens qui est mon nom de famille, mais le domaine, c'est vraiment le lieu où on est. C'est une fois de plus montrer que le lieu prédomine sur beaucoup de choses. Et donc, Domaine de Marzilly, c'est pour nous très important. C'est noté. Domaine de Marzilly. Merci Maxime. Santé. Santé. Mes petits bouchons, c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, faites-le savoir. Un grand merci à Maxime et Anna de nous avoir accueillis sur leur domaine et de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez les retrouver, les suivre sur leurs réseaux sociaux et bien sûr, au domaine. Merci à vous pour votre intérêt et votre fidélité. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans une nouvelle région, à la rencontre d'un nouveau vigneron ou d'une nouvelle vigneronne. D'ici là, buvez bien, buvez bon et restez passionnés. Ciao.